Au dernier livre de sa Thébaïde, Stas présente l'arrivée de Thésée à Athènes après sa victoire sur les Amazones. Suite à la demande d'Évadné d'intervenir contre Créon qui empêchait à Thèbes le funérailles des Argiens, le chef athénien marche sur la ville avec ses troupes. Son intervention dans le récit donne lieu à un combat qui aboutit à la mort du tyran et à la fraternisation des ennemis. Elle déclenche aussi les paroles du narrateur dans l'épilogue du poème. Or, le statut de Thésée dans la conclusion de la Thébaïde a suscité de lectures multiples. Plus précisément, le rôle de la Clémentia de ce personnage mythico-politique au bout de l'épopée est devenu un aspect central des interprétations en clé politique ou philosophique, notamment à la lumière des vers consacrés à l'autel de la Clémence au même livre. À l'image du héros pacificateur qui combat pour une cause juste évoquant la morale stoïcienne, s'oppose ainsi celle d'un personnage violent avec un passé mythique douteux capable d'exhiber les aspects les plus sombres du pouvoir impérial à l'époque du poète. Certes, on a remarqué également, surtout à partir du commentaire de Paul Mann en 2004, les ambiguïtés qui sous-tendent l'inclusion de Thésée à la fin du poème. De fait, bien que détachée de l'histoire romaine à travers les sujets mythiques, la Thébaïde laisse transparaître des valeurs politiques aptes à traduire le problème des limites et des risques de l'autocratie. L'épos mythologique projette sur l'écriture un espace d'indépendance et sécurité vis-à-vis de son contexte politique, mais il opère aussi une réélaboration idéologique en termes esthétiques à travers des analogies ou des identifications. C'est dans cette intersection de discours que nous voudrions situer notre lecture de cette partie de la Thébaïde. Si le combat qu'engage Thésée en vue d'ensevelir les Argiens est décrit à plusieurs reprises dans les textes comme un événement juste, la conduite du chef athénien n'exclut pas, cependant, une colère en nuances ambiguës. Dans une perspective stylistique, nous étudierons ces ambivalences en vue d'en dégager les effets poétiques à la lumière de la totalité de l'épopée de Stas. L'agencement narratif de l'épisode montre une pluralité capable d'attirer l'attention des lecteurs. Après une présentation de l'arrivée victorieuse de Thésée à Athènes, le récit est traversé par plusieurs discours de personnages. La demande d'aide qu'adresse Évadné au héros athénien, sa réponse, l'exhortation à ses troupes et leur marche sur Thèbes, les menaces de Créon, ces derniers mois avant d'être tué au combat par Thésée, et l'allocution de celui-ci avant l'épilogue du poète épique sur son projet littéraire. Or, cette polyphonie narrative, qui évoque la tradition tragique de l'histoire de Thésée, repose sur de nombreuses tensions. En principe, le récit souligne le statut victorieux du personnage. Sa collaboration au rétablissement de l'ordre enfreint par Créon répond à ses origines athéniennes civilisatrices. Néanmoins, cette lecture semble être mise en question dès le début par quelques indices textuels concernant la topique de la guerre, ses motivations et caractéristiques. L'arrivée du héros en ville est décrite comme un triomphum depuis la perspective du peuple qui le reçoit, singularisée ensuite dans celle d'Évadné, dont le discours est encadré par son appel au belliger à Aiguidé, fils de Gée, vaillant guerrier. Les exploits du chef athénien justifient cet appel, tant il est vrai qu'il revient de sa victoire sur les Amazones, comme le rappelle le poète en dédiant 6 vers à son nouvelle épouse. Curieusement, selon la version la plus courante, Thésée n'aurait pas enlevé la reine des Amazones mentionnée dans les textes, Hippolytée, mais plutôt Antiope, si bien que Stas introduit une modification dans la tradition légendaire du personnage. Vers la fin de son épopée, ce geste ne passe pas inaperçu pour un lecteur qui connaît bien la problématique des rapports familiaux dans la Thébaïde. Plus exactement, le poète revient sur ce motif dans sa présentation d'Hippolytée, c'est le point 1 de votre exemplaire, dont je vais lire seulement la traduction pour rappeler un peu le texte. Que toute sa poitrine est cachée sous sa robe et que, barbare comme elle se mêle à la puissante Athènes et vient donner une progéniture à un ennemi, son mari. Si la nouvelle épouse permet de souligner la grandeur d'Athènes à travers le contraste avec son origine barbare, sa caractérisation introduit d'autres aspects plus inquiétants.
De fait, le texte focalise le rapport familial qu'il attache désormais au héros au sein d'un paradoxe sémantique entre les idées d'ennemis, hosties et époux maritaux. Il n'est pas jusqu'à la référence à la future maternité de la jeune fille qui ne contribue à cette alliance paradoxale. Mieux encore, la condition d'Hippolyte est désignée par un verbe miskeat qui suggère les perturbations propres au conflit fratricide dans les poèmes, voire le mélange des sangs familiales qu'annonce la Confusa Domus d'Œdipe au premier livre du poème. Au cœur de ces résonances intratextuelles implicites, à l'image même du corps de l'Amazon qui se cache sous sa robe, l'échoua stacien n'est pas sans relief. En effet, il oriente le lecteur vers l'histoire tragique du fils de Thésée, Hippolyte, qui se fonde d'elle-même sur un bouleversement des liens de parenté. L'arrivée triomphale du héros semble alors cacher aussi quelques ambiguïtés qui relèvent d'un aspect moins triomphal de son histoire mythique. En ce sens, la question que se pose Evadné face à la prohibition des crayons, vous l'avez au point 3 de l'exemplier, je reviens après sur les deux. Alors, la question que se pose Evadné, quelle limite aura donc cette violence, dépasse l'horaire ponctuel de la conduite du tyran pour amplifier ses visées, du moins vers les contenus précédents du poème et plus largement vers la conduite qui s'ensuit de Thésée. Tout d'abord, bien qu'Evadné s'apprête à distinguer la colère de la guerre d'autrefois et la fin de la haine chez les Argiens, toujours c'est le point 3, lorsqu'elle demande l'aide de Thésée et de ses hommes, elle le fait en termes d'une vengeance aux échos sénéchéens. Cette vengeance vous appartient. C'est toujours le point 3. La demande de secours reste ainsi apparentée à un motif qui suggère un excès sous l'apparence d'une action dont se bénéficieront plusieurs peuples. S'y adjoint qu'Evadné est la femme de Capané, un héros emblématique dont le comportement dans son Aristie du livre 10 rassemble les motifs d'un furor inédit et d'un excès qui dépasse les limites d'un élan guerrier proprement épique. Ces motifs préfigurent quelques aspects moins visibles de l'intervention de Thésée au dernier livre du poème, où le discours du personnage devant les femmes suppliantes tient lieu de programme diégétique autant que poétique. Et voici, c'est le point 2 dont je lis la traduction. Bouleversés par leurs larmes, mais bientôt enflammés par une juste colère, ils s'écrient « Quel est donc l'Érinis qui a suscité ces mœurs nouvelles dans les royaumes ? Les Grecs que je laissais n'étaient pas à mon départ dans ces dispositions quand j'ai marché contre la City et le pont couvert de neige. D'où vient cette fureur inouïe? As-tu pensé, abominable Créon, que Thésée était vaincu? Je suis là et crois-le bien, mon sang n'a pas faibli. Cette lance, maintenant encore, a soif de tuer qui le mérite. Le bouleversement du héros devient rapidement une colère que le narrateur appelle Iusta. Les deux questions de Thésée semblent justifier un acte de Justitia par leur insistance sur un inédit culturellement inacceptable lié à la prohibition des créons d'ensevelir les corps et à la fureur qui en est la cause. S'érigeant comme celui qui est capable de réparer la transgression d'une norme sociale, Thésée rappelle à Créon et au lecteur son courage encore puissant. Le récit progresse ainsi vers le motif d'un combat qui relève d'une clémentia incluant le sens traditionnel de la colère comme un élan attendu dans le domaine de la guerre. Or, à la lumière de la question encadrante d'Evadné, quelle limite aura donc cette violence? Un examen des limites entre l'ira et la clémentia dans les poèmes d'Estas n'est pas sans intérêt. Leur lien s'inscrit en effet dans une conception du pouvoir politique à Rome depuis la période césarienne. Bien que l'épisode de Thésée soit précédé d'une description de l'autel de la Clémence, le rapport entre ces concepts et le comportement du personnage n'est pas si clair comme il le paraît a priori. Plus précisément, si la clémentia est, comme le rappelle Sénèque, l'expression ultime de la souveraineté, vous l'avez au point 4, je mets seulement le texte en latin, elle inclut un paradoxe car elle restreint un pouvoir en soi illimité. Toujours Sénèque dans les Clémentia. À l'époque impériale, les limites qu'impose la Clémentia au pouvoir comportent alors un accroissement de celui-ci, puisqu'elle est une prérogative et un geste d'auto-limitation du princeps.
Cette dynamique transparaît avec une force particulière dans l'écriture ovidienne de l'exil. Le poète y insiste à plusieurs reprises sur la justa ira d'Auguste à son égard, mais fait appel en même temps à une clémentia qui puisse alléger sa peine. Au livre de De Triste, Ovide revient spécialement sur l'indulgence d'Auguste qui a évité la forme extrême du châtiment, la mort, en exerçant sa clémence impériale. Chez Ovide, cette association relève évidemment de la rhétorique de persuasion du jeu exilé vis-à-vis du pouvoir qui l'a déplacé de Rome. Dans la Thébaïde, la clémence oppose en principe la figure de Thésée à celle du tyran. Cependant, à la lumière d'une surimposition d'échos littéraires, cette clémentia donne à voir quelques ambivalences. Plus précisément, l'inclusion de plusieurs hypotextes complexifie le concept dans l'épisode de Stas, si bien qu'il s'infléchit vers une rhétorique de la dissimulation. Lorsque le poète décrit, avant l'intervention de Thésée, l'autel de la clémence et sa fonction devant les femmes suppliantes, il introduit une comparaison mythique pour souligner leur gémissement. Il évoque les plaintes de Procné et Philomèle après leur métamorphose bien connue. L'analogie permet de mettre en relief l'ampleur de la souffrance des Argiennes, mais ça reprend aussi d'une manière voilée le sujet de la Thébaïde à travers les motifs d'une perturbation des liens de parenté, violation de Philomèle par son beau-frère et d'un forcement au silence, glossotomie. De ce fait, l'allusion au dupliqué thalamos mythique et à l'impossibilité de parler se fusionne avec le récit de la violence des arma fraterna dans les poèmes. Les ambiguïtés que surimposent à cette clémentia statienne les échos de l'exil ovidien et la réflexion philosophique de Sénèque rejoignent alors un récit emblématique de métamorphose concernant le rapport complexe entre la parole et le pouvoir. Le statut paradoxal de la clémence dans la Thébaïde de Stas relève ainsi d'une négociation singulière de discours philosophiques, politiques et esthétiques. Au cœur de ces interactions textuelles, le lecteur du poème ne saurait négliger que la rapidité de la réaction de Thésée s'écarte du comportement que lui attribue l'hypotexte euripidéen de suppliant. Dans la tragédie grecque, le personnage ne consent à la guerre qu'après de longues hésitations à la prière de sa mère et devant l'arrogance du messager de Créon. Dans cette optique, l'idée d'un inédit invoqué par Thésée chez Stas se charge alors d'autres sens littéraires et idéologiques moins évidents. Après le premier discours du personnage, le texte revient sur les motifs d'une colère juste quand le chef athénien bondit dans la plaine de Thèbes et gémit face aux cadavres abandonnés, c'est, vous l'avez au point 5. Aussi, le motif est-il renforcé par les derniers mots qu'il adresse après à Créon déjà vaincu, si bien que son élan guerrier est associé une fois encore aux propos réparateurs des funérailles que Thésée ne refuse pas d'ailleurs au tyran. Néanmoins, l'une des analogies de la conduite de Thésée contribue au brouillage des valeurs épiques et politiques dans le récit. Lorsqu'il exhortait ses soldats au combat suite à la demande d'Évadné, sa ferveur avait été comparée à celle d'un taureau qui reprend l'attaque après avoir cessé le combat. C'est le point 6 de l'exemplier. Je lis la traduction. Il exhorte les siens et redonne vigueur à leurs forces épuisées. Ainsi, lorsqu'un taureau qui vient de retrouver ses femelles et ses packages a cessé le combat, si par hasard la forêt retentit encore des mugissements d'un autre rival, alors, malgré la pluie de sang qui ruisselle sur sa tête, il se prépare un nouvel affrontement et, harcelant le sol, dissimule ses gémissements et cache ses blessures sous la poussière. D'une part, l'image d'un nouvel affrontement reprend à travers l'adjectif novus les premières questions de Thésée sur les mers de Thèbes et la fureur sacrilège de Créon. D'autre part, le gémissement de la bête, Gémitus, annonce la réaction du héros dans la plaine couverte des cadavres et sa disposition immédiate pour un combat apparemment motivé par une colère juste. Cependant, quelques indices minent la cohérence de ces motivations. L'idée d'un gémissement du taureau, Gémitus, et de Thésée, Ingémit, rejoint la dernière intervention du narrateur. Lorsqu'il décrit l'issue du combat, il insiste sur son impossibilité à raconter, par leur intensité et ampleur, les plaintes de deux factions, si bien qu'il insère le gémissement de Thésée dans la matrice des horreurs fratricides du poème,
fondée sur un estompage des limites martiales et sociales au champ des batailles. L'emploi de la même analogie du taureau pour traduire le désir de vengeance de Polynice au livre 2 et la réaction de Théocle quand on lui apprend que son frère le provoque en duel au livre 11 confirme ces données. Mieux, une même comparaison introduit la discordia de deux frères dans l'incipit du poème. Or, le verbe dissimulat et kelat, encadrant le verbe qui achève la comparaison avec les taureaux, au point 6, appuie cette lecture par des effets de responsio sémantique avec les ambiguïtés propres à la figure d'Hippolyte qui cachait son corps sous sa robe à l'image de son inclusion ambivalente dans le récit à partir de l'association implicite de son nom au bouleversement des liens familiaux. Le champ de la dissimulation traverse la totalité du dernier épisode du poème et permet d'en dégager un axe majeur. Lorsque le messager de Thésée rejoint Créon, cette idée rassemble les attitudes de l'émetteur et du destinataire du message. C'est le dernier point 7 de l'exemplier dont je lis la traduction. Il porte un signe de paix, le rameau de l'olivier bienfaisant, mais c'est la guerre qu'il médite. La guerre est sa menace. Il parle fort dans sa colère et trop fidèle rapporteur des ordres reçus répète que Thésée en personne n'est plus loin et qu'il couvre de ses cohortes les plaines avoisinantes. Le débat fut pris d'une violente angoisse, mais dont le doute ne bougea pas. Il renonce à menacer et le premier mouvement de colère s'adoucit. Alors, il raffermit son cœur et répond d'un sourire fin et amer. Le grand démon du messager, dont la puissance reproduit trop fidèlement l'ultimatum de son chef, suggère une démesure associée à une conduite feinte. Fégée offre des signes de paix qui cachent, à vrai dire, un propos de guerre deux fois repris au même vers. Si l'opposition entre l'apparence et la réalité du message est détachée par l'essai d'après la césure triamimaire du vers, la réaction des Créons répond symétriquement en revanche à celle du messager. Sa colère s'adoucit, mais seulement pour donner lieu à un geste fin, fictum, qui reprend le motif de la dissimulation dans l'analogie de Thésée avec le taureau, d'autant plus que le grand démon du messager est dit par un verbe qui désigne souvent le frémissement d'une bête, fremens. À la lumière de la surimposition des discours émotifs textuels qu'on a repérés, cet épisode de la Thébaïde pose du moins deux questions. Que se cache-t-il sous l'intervention de Thésée dans l'explicit d'un poème mythique concernant un néfaste fratricide? Que se cache-t-il enfin sous la justa ira du personnage athénien? D'après notre enquête, il nous semble qu'il s'agisse notamment de l'impossibilité d'une lecture unique de cet épisode du livre 12. Plus précisément, les ambiguïtés de l'écriture statienne conviennent au récit d'un combat fondé sur des paradoxes qui masquent des indicibles. Au niveau du mythe, l'indicible relève du sacrilège des armas fraterna. Au niveau des échos idéologiques du sujet dans l'histoire de Rome, il s'apparente au risque qui guette sous la figure d'un leader, que ce soit au champ de bataille ou dans son rôle politique. Ce risque relève d'un excès capable d'effacer ou brouiller quelques limites politiques, sociales ou génériques. Il en résulte des conduites équivoques qui permettent au poète de réélaborer les genres épiques traditionnels en y incluant par des négociations esthétiques et idéologiques quelques clins d'œil allusifs. Dans cette optique, la fin de la Thébaïde ressortit moins à un tyrannicide héroïque apte à rétablir un ordre social, une problématisation des risques de l'autocratie à plusieurs niveaux du récit et de sa réception. En déguisant sa dernière scène en moment réparateur, le poète réussirait à franchir les paradoxes génériques et idéologiques qu'entraîne le récit épique d'un sacrilège. Aussi, puisque le cycle thébain évoque une période sombre du passé de Rome, cette stratégie poétique permettrait-elle une réflexion politique équilibrée à l'image de l'insertion de Stas dans son contexte historique? Il s'agirait alors d'exhiber et prévenir d'une manière voilée sur les risques des ambitions démesurées qui guettent au sein du pouvoir impérial et plus largement encore de toute concentration du pouvoir. Merci beaucoup. Je vais fermer ici. Alors,
Hélène. Merci beaucoup, Eleonora. Oui. Comment je fais pour enlever l'exemplaire? Alors, on ne le voit plus. On ne le voit plus de toute façon, hein, donc c'est bon. C'est bon. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication tout à fait fine et passionnante sur les enjeux à la fois esthétiques, politiques et philosophiques. Ah, attendez, il y a une interférence, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Attendez, je vais désactiver peut-être tous les micros. Non, c'est bon. C'est bon, pas besoin de sévir. Donc, ta communication a soulevé de manière vraiment passionnante les enjeux esthétiques, politiques, philosophiques de la colère, avec en plus la prise en compte de toute une chaîne littéraire passant par Ovide, bien sûr, et par Sénèque. Tu as ouvert aussi quelque chose d'important que nous allons retrouver dans la suite de ce colloque, qui est le lien entre colère et épopée, du point de vue générique. Donc la colère et l'écriture épique, et les spécificités de l'écriture épique, avec en plus une hybridation dans cette épopée-là entre monde grec et monde romain, entre mythologie grecque et histoire romaine, qui est tout à fait passionnante. Tu as aussi, à travers l'étude du rapport entre Ira et Clémentia, soulevé plus précisément encore les enjeux politiques de la colère, qui sont des enjeux, je pense, particulièrement aptes à être exprimés par le genre épique, justement. Tu as soulevé aussi, je l'ai vu notamment dans ton exemple numéro 5, la question fondamentale du rapport entre la colère et la justice, dans le cadre d'une réflexion d'ordre politique. Et puis, c'est un plus petit aspect, mais qui a attiré mon attention au passage. Tu as aussi pointé vers l'existence dans la littérature antique de figures mythologiques qui incarnent la colère. Par exemple, Érémis, du côté grec, mais je pensais aussi aux Furies, bien sûr, du côté romain. Et dans l'épopée du 1er siècle de notre ère, ces figures, elles sont particulièrement importantes. Donc, je te remercie. Ce ne sont pas des questions à proprement parler, mais tu peux quand même répondre si tu veux. Hein. Et après, je laisse la parole aux autres auditeurs s'ils ont des choses à te demander ou à te dire. Merci beaucoup, Hélène. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit. En fait, je voulais seulement, parce que ce qui m'a frappé dans cette fin de poème, en fait, c'était qu'en général, il y a une tendance de la critique à voir chez Thésée, chez la figure de Thésée, ce pacificateur qui revient pour la paix entre les ennemis, etc., etc., d'un point de vue politique pour ses origines mythiques, mais aussi d'un point de vue philosophique stoïcien. Et quand j'ai lu l'épisode à la lumière de la totalité du poème, je remarquais, contrairement, que d'après moi, il y avait quelque chose d'ambigu et je commençais à retracer un peu ces traces de dissimulatio rhétorique et qu'il y a quelque chose peut-être dans cette ambiguïté entre l'Ira, la Clémentia et les gestes de tous les personnages. C'est ce que je voulais en termes esthétiques et aussi idéologiques. Merci beaucoup, Hélène. Et l'investigation stylistique que tu as menée était tout à fait de nature à montrer les ressorts de cette ambivalence, de cette ambiguïté que tu as mise en lumière. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres? Ou des remarques sur la communication d'Eleonora? Est-ce que je suis audible? Oui, absolument. Oui. Bonjour à tous. Je me demandais, en vous écoutant, si la notion de Justa Ira ne s'opposait pas au furor, et est-ce que finalement cette opposition ne provient pas de la définition que donne Aristote d'une bonne colère dans l'Éthique à Nicomaque, d'une bonne colère qui rétablisse une injustice? C'était la question que je me posais.
Oui, tout à fait. Je me suis posé la même question, disons, à partir de la définition aristotélicienne et aussi à travers les traités de Sénèque. Mais je crois que chez Stas, ce qui est frappant surtout et peut-être inédit, c'est qu'il y a un brouillage dans cette conception de l'IRA et de cet aspect de l'IRA et de la colère qui pourrait être positif dans un certain cas. Je veux dire, dans le cas de la fin du poème, il y a d'autres indices qui font peut-être mettre en doute ces côtés plutôt positifs de l'IRA par rapport au furor. C'est-à-dire qu'il y a un brouillage ou un estompage aussi entre cette idée de l'IRA par rapport au furor, qui d'ailleurs, chez Sénèque, est clair, mais il y a des moments où il n'est pas si clair que ça, à mon avis. Et surtout par rapport à cette idée de la clémentia, qui me semblait intéressant à repérer, et à étudier dans cette partie de la Thébaïde, qui bien sûr a suscité des interprétations qui vont dans ce sens-là et qui posent même Thésée comme les pacificateurs dans ce sens de l'IRA qui serait positif dans ces contextes face aux tyrans. Et il y a cette possibilité d'interprétation, mais d'après l'analyse stylistique que j'ai menée, et je pense que le poème présente plusieurs indices qui permettent de mettre en question un peu cette univocité de cette justa ira, disons, de Thésée. Il y a d'autres choses qui donnent à voir une sorte de dissimulatio, et même dans cette attitude apparemment justa et de sa colère. Mais bien sûr, il y a pas mal d'interprétations de cette fin de la Thébaïde, et dans un sens ou dans l'autre sens qui est plutôt ce sens que j'ai vu dans ma lecture. Merci. D'autres questions? Cette idée de la justa ira qui devient furor, pardon d'insister, mais on la trouve dans le Contribis d'Ovide. Hein. Typiquement, le socle du Contribis d'Ovide, c'est une colère juste, présentée comme juste, et qui se transforme en un furor destructeur et légitime, salvateur. Oui, moi j'ai une question. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, oui. S'il y a encore une minute, moi j'ai une question pour Eleonora. Oui. Moi, ça me heurte un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une colère juste? C'est-à-dire que, bon, je veux bien Aristote, mais enfin, Aristote, c'est quand même théorisé, mais je veux dire, dans le cadre d'une guerre comme celle que mène Thésée, qu'est-ce que c'est qu'une colère juste? Est-ce que l'idée même qu'il y ait une justice dans la colère, est-ce que le propre de la colère, c'est justement, tant qu'elle est colère, qu'il n'y a rien de juste en elle? Là, ça rentre un peu dans la conception, je peux dire, épique et aussi philosophique, parce que si on voit du côté du genre épique et des récits de guerre, on peut dire que même il y a un furor qui appartient au domaine de la guerre et qui est, disons, acceptable. Si l'on voit du point de vue philosophique dans les traités de Sénèque sur la colère, et il y a pas mal de passages où Sénèque parle de cette idée de quelques usages ou conditions de la colère où ça serait positif parce que ça convient à certains moments. Et alors, dans ces cas-là, il pourrait y avoir une justa ira. Et par exemple, par rapport à l'action des tyrans. Et dans ces cas, il s'agirait de Créon. Et dans ces cas, il y aurait Thésée avec sa justa ira opposée à la tyrannie de Créon. C'est-à-dire que là, il y a une ambivalence, mais qui est ressortie à la conception stoïcienne, au moins du stoïcisme de Sénèque dans son traité.
mais qui, je crois que Stas joue avec cette ambivalence ou cette manière de comprendre la Justa Ira. Et par rapport au genre épique, si on pense la différence entre un bellum justum, alors on pourrait inscrire le furor ou l'ira de la guerre dans ce contexte-là dans bellum justum. Mais quand on est dans un bellum impium ou dans un poème fratricide, alors là, la Justa Ira devient un peu plus difficile à comprendre, surtout parce qu'il y a des indices dans la conduite de Thésée qui font douter sur cette idée de justitia. Le texte répète plusieurs fois l'idée d'une Justa Ira, mais d'après moi, il y a une insistance aussi sur une dissimulation de ça. C'est comme Thésée essaye de montrer une attitude pacificatrice, qu'il vient pour restaurer la paix entre les ennemis, et le texte fait ça apparemment, mais je pense que Stas, en filigrane, il donne à voir quelque chose d'autre. Et alors, c'est là qu'il y a une problématisation aussi idéologique, si l'on pense que ces poèmes s'inscrivent dans la période domitienne, où il y avait aussi des problèmes et le pouvoir. Mais la Justa Ira, ça relève un peu de l'épopée, si on est dans le contexte d'un bellum justum, et du côté philosophique, dans ces définitions sénéchiennes des cas ou des contextes où l'ira peut être même un acte de justice. C'est-à-dire, c'est pour ça que cette fin de la Thébaïde a posé pas mal de problèmes dans ce sens de comment interpréter cette clémence de Thésée, surtout parce qu'avant cet épisode, il y a une description de l'autel de la clémence. Alors, il y a une tendance à justifier cette Justa Ira à la lumière de cette clémence et contre la tyrannie de Créon.